Passion Nature, avec la Fédération régionale des chasseurs des Hauts-de-France. Bienvenue dans Passion Nature que je vous présente depuis ce beau département de l'Aisne. Dans ce numéro, nous allons voir quelles relations s'établissent entre les chasseurs et les agriculteurs. En effet, le grand gibier peut provoquer des dégâts sur les cultures. La chasse est une des réponses pour limiter ces dégâts, mais l'entretien des clôtures dans lequel s'investissent les chasseurs est une autre solution. C'est ce qu'on va vous expliquer dans ce numéro, tourné en partie au camp militaire de Sissonne. Alors je suis avec le chef de bataillon Stéphane, on est devant la carte de ce camp militaire de Sissonne. C'est un camp très vaste pour la chasse. Oui, alors pour la chasse et pour l'entraînement, puisque nous sommes d'abord sur un camp d'entraînement de l'armée de terre et qui entraîne les forces terrestres à la haute intensité en zone urbaine. Pour ce faire, elle dispose des 6000 hectares que compose l'ensemble du camp, et 2 villages particuliers. Ici, vous avez le village de Beauséjour et ici la ville de Geoffrecourt. Ville qui a été construite pour l'entraînement. Pour l'entraînement au combat urbain ou au combat face à des armées expérimentées. Face à des armées conventionnelles. Vous avez également un complexe de tir qui est ici, qui est appelé CT-ZUB, le plus grand d'Europe. Et nous faisons du tir dans les bâtiments. Alors il y a autre spécificité, particularité, c'est que c'est aussi un terrain de chasse et un terrain de chasse au grand gibier. Un terrain de chasse au grand gibier sur 5200 hectares. Le camp est divisé en 2 parties. Ici, vous avez ce qu'on appelle une route départementale, la D60, qui sépare le nord du camp et le sud du camp. Lorsque nous chassons le grand gibier, nous le chassons à l'affût et également en battu. Comment est-ce que ça se passe, l'articulation entre des chasseurs, une société de chasse comme la vôtre, et puis les exigences de l'entraînement militaire? Alors mon rôle en tant que président, il est en 3 points. Le premier, la régulation des espèces sur le territoire pour éviter les accidents et pour permettre l'entraînement. Le deuxième point, qui est à mon sens le plus important, coordonner les activités cynégétiques et les activités militaires. Ah, ça, c'est l'ensemble de camouflage, alors. C'est cela même. On est parti pour 4 heures au poste. Donc afin d'être assez à l'aise et de ne pas être vu par les animaux, on prépare son poste au mieux et selon les techniques que l'on veut. Donc il y a certaines personnes qui ne prennent rien, d'autres juste leur siège, mais il suffit de ne pas faire de bruit et ne pas être vu par les animaux. Il y a une heure idéale pour prendre son poste? Alors on essaye d'arriver de bonne heure afin de ne pas déranger les animaux, car à la tombée de la nuit, ils aiment bien se mettre sur pied et commencer à bouger. Donc c'est à tout moment qu'ils peuvent arriver et il faut éviter de faire du bruit à ce moment-là. Et c'est plutôt le matin ou plutôt le soir alors du coup? Plutôt le soir. Une fois que j'ai fini de donner les consignes, je prends mon poste, donc vers 6h30. Et là, on est sur le mois de juin, donc on va descendre pour 22h du Mirador. Donc il ne s'agit plus de faire de bruit une fois qu'on est en place. Alors déjà, il va falloir poser les angles de tir là. Tout à fait. Ça fait partie des mesures de sécurité. On ne peut pas se permettre de tirer n'importe où, sachant qu'il y a la route.
on va favoriser le tir du sanglier pour ne pas qu'il y ait de dégâts dans les cultures avant la récolte. S'il venait à y avoir une compagnie ou même une bête seule isolée qui viendrait à se manifester, à vouloir passer dans l'angle prévu, on effectue un tir afin de stopper l'animal et le reste de la population va entendre la détonation et s'ils sont là dans les alentours, vont être stoppés pour, on va dire, 3 semaines, 1 mois, sans vouloir repasser par cet endroit stratégique pour eux, parce qu'il y aura une récolte qui les attire. À quoi fait-on attention quand on est à l'affût? On essaye de voir s'il y aurait des animaux qui essayent de dérober des buissons, ou si on n'aperçoit pas une ombre ou un craquement sur les bords des layons d'arbres ou d'aubépines, pour voir tout simplement si les animaux ne se dérobent pas sans bruit, puisque ça peut arriver qu'ils arrivent et qu'on ne les entende pas du tout. Il faut que tous les sens soient concentrés. Ah oui, il y a l'odeur, il y a le bruit, le visuel, on a un peu tout qui est concentré à ce moment-là, puisque les animaux ont tous une odeur plus ou moins particulière. Un cervidé va avoir plus l'odeur d'un animal tel que le cheval. Le renard a une odeur d'urine forte, un peu acidulée, donc on essaye d'avoir tous ses sens en éveil pour voir l'animal sortir au bon moment. Alors Stéphane, là on se rejoint, on est en plein au milieu du camp et on s'aperçoit en fait que les cultures elles sont juste là. Eh bien, c'est là où vous comprenez tout l'intérêt de l'affût en termes de protection des cultures, parce que c'est bien son rôle premier. Éviter que les animaux sortent et occasionnent des dégâts aux cultures de nos voisins. Ce camp est immense. Qu'est-ce qu'il y a comme faune dans ce camp? Alors vous avez du cervidé, des grands cervidés, cerfs, biches et jeunes cerfs. Vous avez du chevreuil et vous avez du sanglier en grande partie. Et du petit gibier également, faisans, bécasses, beaucoup de bécasses, du lapin qui est en voie d'extinction et quelques lièvres. Et aujourd'hui, puisque vous êtes à la frontière du monde agricole, quelles sont vos relations avec les agriculteurs? Mes relations sont plutôt bonnes puisque j'essaye d'entretenir des relations de bon voisinage. Certes, il y a des dégâts qui sont indemnisés, cependant ils sont contenus du fait des clôtures électriques, du fait de l'affût et également de l'agrainage linéaire pour éviter les animaux de sortir. C'est-à-dire, clairement, on leur donne un peu à manger pour qu'ils n'aillent pas chercher ailleurs. Pour qu'ils n'aillent pas chercher de la ressource alimentaire à l'extérieur. Je suis bien d'accord avec vous. Et la position de l'affût, elle va changer en fonction des cultures qui sont derrière? Alors on a 39 miradors qui ne sont pas activés à 100% à chaque soirée d'affût, mais en fonction des observations des gardes, des comptes rendus que je reçois par les paysans, je peux accentuer la pression de chasse à un endroit là où il y a des animaux qui sortent. Très bien, mais on va voir aussi maintenant quels sont les autres dispositifs qui sont mis en place pour empêcher le gibier d'aller sur les cultures et de nuire aux cultures. Rudy, on vient de vous voir faire le tour de cette clôture avec cette étrange machine. À quoi sert-elle? Alors le but c'est de couper tous les végétaux qui sont en dessous de la clôture pour éviter la mise à la masse donc, de la clôture. Parce que la clôture est électrique. Voilà, pour optimiser en fait ce rendement au maximum. Qu'est-ce qui se passe si les végétôt touchent? Si les végétaux touchent, en fait l'électricité va à la terre et on a une perte d'électricité à n'est pas optimisée, quoi. Et alors pour une clôture comme ça peut dissuader le gibier d'aller dans les clôtures? Oui, tout à fait. Les cultures. On a environ 9,5-10 volts dessus, donc je peux vous dire que vous sentez passer, quoi. Alors c'est la saison à laquelle il faut intervenir? Ah là oui, là, avec la pluie qu'on a eue, plus on est en pleine poussée des végétaux, donc là sur de la végétation comme de l'ortie comme ça, il faut passer tous les 2-3 semaines. Toutes les 2-3 semaines. Voilà. Quand on est sur de l'herbe où ça pousse un peu moins vite,
tous les mois, un mois, tous les mois et demi, quoi, on va dire. Et vous faites des kilomètres comme ça par an à la pleine saison avec votre chenillard? Sur le département de l'Aisne, on a 672 km de clôture, donc sur tout le département. Donc tout n'est pas fait avec la machine parce que comme vous voyez, c'est quand même une machine assez imposante. Donc on ne peut pas passer partout suivant le terrain et suivant la place qu'on a. Mais oui, ça fait du boulot, quoi. Oui, ça fait beaucoup de travail. Ouais. Et on va voir justement avec Nicolas l'action de la Fédération des chasseurs de l'Aisne pour eh bien, préserver les cultures face à l'action du grand gibier. Nicolas, c'est courant comme ça que eh bien, les chasseurs se mettent à entretenir les clôtures électriques des agriculteurs? Ça fait partie de nos missions dans la mesure où on met en place de la prévention, il faut évidemment qu'elle soit efficace. L'avantage de tout ça, c'est évidemment de limiter les dégâts. Donc on travaille pour l'agriculteur qui va voir ses cultures pérennes, mais en limitant les dégâts, on va limiter les coûts qu'ont les chasseurs, puisque c'est eux qui indemnisent ensuite les dégâts aux agriculteurs. Et là, on est dans une période plutôt tendue, parce que à cause de la sécheresse, il y a eu moins de fruits des arbres, et donc le gibier a tendance à sortir vers le garde-manger. Exactement, comme il n'y a pas de ressources alimentaires en forêt, il faut soit que les chasseurs les maintiennent en forêt par de l'apport de nourriture artificielle, notamment du maïs pour le sanglier, et de mettre en face aussi les moyens de prévention pour les dissuader d'aller chercher à manger dans les cultures. Merci Nicolas pour ces explications. Voilà, on espère que dans ce Passion Nature, vous aurez un peu mieux compris les interactions entre le monde agricole et le monde de la chasse. À bientôt pour une nouvelle émission. Passion Nature, avec la Fédération régionale des chasseurs des Hauts-de-France.